J'ai découvert en public que ma femme me trompait avec son patron. Et ce n'était même pas le pire. Le pire, c'est que toute la salle semblait au courant, sauf moi. Et quand j'ai vu la bague, j'ai compris que mon mariage venait de mourir, debout, sous néon, entre une machine à café et un ficus en plastique. Le 14 février, j'avais 42 ans. Une réservation pour Paris, dans la poche intérieure de mon manteau. Et le genre de naïveté qu'on ne s'avoue jamais à soi-même. Surtout quand on paie les factures à l'heure, qu'on a monté une boîte de conseil avec 3 salariés et des insomnies, et qu'on croit encore que la stabilité, c'est de l'amour, avec des prélèvements automatiques. Ce matin-là, j'étais sorti plus tôt de notre maison à Saint-Cloud. J'avais laissé mon fils, Hugo, 16 ans, devant son bol de céréales et sa mauvaise humeur réglementaire. Il m'avait regardé mettre ma chemise blanche, comme si je partais à un entretien d'embauche, alors que j'allais simplement jouer au mari attentionné avec une ambition presque obscène, reconquérir ma propre femme sans raison apparente, parce que depuis quelques mois, Claire était devenue polie avec moi. Et dans un couple, la politesse, c'est souvent l'ambulance qui coupe le moteur avant d'annoncer le décès. Je m'étais arrêté chez un fleuriste avenue Victor Hugo, pas la petite boutique sympathique avec 3 tulipes fatiguées, non, un vrai fleuriste pour gens qui disent centre de table au lieu de bouquet. J'avais pris des pivoines hors saison, des roses crème, un emballage si élégant qu'on aurait pu croire que j'achetais mon pardon. Puis, j'avais vérifié mes mails. Billet de train pour Paris confirmé. Dîner réservé dans un restaurant près du Pont-Neuf. Chambre déjà payée. Départ le lendemain. Je voulais faire les choses bien. À défaut d'être spontané, je savais être organisé. C'est très français, très triste parfois. Vers 11h30. J'ai décidé de lui faire la surprise directement à son bureau. Claire travaillait dans une société d'événementiel, à La Défense. Rien de très poétique. Beaucoup de réunions, de decks PowerPoint, de cafés tièdes et de gens qui disent « on se cale un point ». Je connaissais l'adresse. Évidemment. J'y avais déjà déposé des dossiers, des macarons, une charge mentale bien pliée dans un tote bag. En arrivant dans le hall, j'ai tout de suite senti ce silence étrange qu'on entend avant même de le comprendre. La réceptionniste m'a vu avec mes fleurs et a eu cette tête de quelqu'un qui hésite entre appeler les pompiers ou détourner les yeux. J'ai donné mon nom. Elle a bafouillé quelque chose, comme vous pouvez monter. 3e étage. Puis elle s'est mise à tapoter son clavier, avec la concentration d'un ministre en conférence de presse. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un open space trop propre, trop rangé, trop calme pour un vendredi avant déjeuner. Plusieurs collègues de Claire ont levé la tête, puis l'ont aussitôt baissée, comme dans une mauvaise série où tout le monde a reçu le script sauf vous. J'ai reconnu Élodie, sa collègue, qui m'avait déjà croisé à une fête de Noël. Elle est devenue blanche comme un mur de location. J'ai souri, le bouquet à la main, persuadé qu'on préparait peut-être une animation ridicule de Saint-Valentin. Une photo d'équipe, un blind test, ce genre de supplice RH. Puis j'ai vu Claire. Elle était près de la baie vitrée, tailleur ivoire, brushing impeccable, et sur sa main gauche, il y avait une bague énorme. Pas une bague discrète de femme qui veut se faire plaisir, non, une vraie déclaration minérale, le genre de caillou qui capte la lumière et l'attention. Pendant une seconde, j'ai pensé à un prêt, à une location, à une amie bijoutière. L'esprit protège ce qu'il peut. C'est son côté service public. Ensuite, un homme s'est avancé vers elle. Marc Delorme, son patron. 50 ans, costume bleu nuit, sourire de notaire heureux. Je le connaissais vaguement. Assez pour savoir qu'il me serrait la main avec l'assurance des gens qui trouvent normal d'occuper l'espace. Il a tapé dans ses mains comme pour rassembler ses équipes. Et là, devant tout le service, avec les verres de champagne déjà posés sur une table haute que je n'avais même pas remarqué, il a dit « Je vous remercie tous d'être là. C'est une journée spéciale pour Claire et moi. Elle a accepté de m'épouser. Il y a eu des applaudissements, de petits applaudissements honteux, administratifs, comme si même leur enthousiasme était soumis à validation. Moi, je suis resté au milieu du plateau, avec mon bouquet de pigeons premium, incapable de bouger. Claire s'est tournée vers moi, et j'ai vu sur son visage non pas la honte, ce serait presque flatteur, mais l'agacement, comme si j'arrivais en retard, dans une scène qu'elle voulait propre.
sans imprévu. Marc m'a enfin regardé. Il a compris. Bien sûr, tout le monde a compris. Sauf moi, avec environ 6 mois de retard. Claire a murmuré « Arnaud, je peux t'expliquer. » J'ai répondu « J'espère. » Parce que là, même le ficus a besoin d'un briefing. Personne n'a ri. Dommage. C'était une de mes meilleures. J'ai posé lentement le bouquet sur une table, juste à côté des coupes, comme une gerbe sur la tombe de mon mariage. Puis j'ai regardé ma femme. Ma vraie femme. Ou plutôt l'inconnue très bien coiffée qui portait son visage. Et j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas un drame, pas une explosion. Juste une porte blindée. Propre, nette, irrévocable. Je n'ai pas crié. Je ne leur ai pas offert ce spectacle-là. J'ai simplement dit « Profite bien de la fête, Claire, parce que la suite va coûter cher. » Et je suis parti avec les mains vides. Ce qui, rétrospectivement, était le premier détail honnête de cette journée. Dans l'ascenseur, mon téléphone s'est mis à vibrer. Son nom s'affichait déjà. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand les portes se sont ouvertes sur le parking. J'ai compris que je n'allais pas rentrer chez moi pour pleurer. J'allais rentrer pour couper le courant, partout où son mensonge se branchait encore à ma vie. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore que cette bague n'était que le début du dossier, pas la fin, et que le soir même, mon propre fils allait me dire quelque chose qui allait tout faire basculer. Je suis remonté dans ma voiture avec le calme dangereux des gens qui ont cessé d'espérer. Pas celui des sages, celui des comptables, après un incendie. Précis, froid, presque élégant. J'ai posé les mains sur le volant. J'ai attendu 10 secondes. Puis j'ai commencé à démonter ma vie commune, comme on démonte un stand après un salon. Sans musique, sans nostalgie. D'abord les billets pour Paris, annulés depuis l'application SNCF avec les doigts très stables. Ensuite la réservation du restaurant, puis la chambre. J'ai perdu un acompte, ce qui m'a presque amusé. J'étais en train de découvrir que le romantisme coûte cher, surtout quand il arrive avec 6 mois de retard. Après ça, j'ai appelé la banque. Pas notre conseiller habituel. Trop lent, trop humain. J'ai demandé l'opposition immédiate sur les cartes secondaires liées au compte pro. Le gel des virements récurrents vers le compte joint annexe. La modification des plafonds. La sécurisation des accès. La conseillère a pris cette voix douce qu'on réserve aux clients qu'on imagine en pleine crise de panique. Je lui ai répondu très calmement que tout allait bien, ce qui, en langage adulte, signifiait que plus rien n'allait jamais bien de la même façon. À peine l'appel terminé, Claire a recommencé à m'appeler, encore et encore, puis WhatsApp, puis des vocaux, puis un SMS. « Arnaud, réponds-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai regardé le message une seconde. Je me suis dit que c'était fascinant. Les gens trouvent toujours le moyen de mentir encore, alors qu'ils viennent déjà d'être surpris en haute définition. J'ai roulé jusqu'à la maison. Hugo n'était pas encore rentré du lycée. Le salon était silencieux, trop ordonné. Le plaid plié par Claire sur le canapé me donnait envie de rire. Elle trahissait avec méthode, mais repliait le linge parfaitement. La civilisation repose sur des miracles étranges. J'ai ouvert mon ordinateur, changé les mots de passe de tout ce qui dépendait de moi. Compte, outils pro, accès partagé, abonnement télépéage, stockage cloud. J'ai même retiré son profil du portail de l'alarme. J'avais l'impression de découper une silhouette au scalpel. Chaque clic me rendait un peu d'oxygène. Vers 15 heures, elle a enfin réussi à m'avoir sur ma ligne professionnelle. J'ai décroché. Je voulais entendre la version officielle de la catastrophe. Sa voix tremblait, juste assez pour paraître sincère. « Arnaud, je voulais te le dire. Je cherchais le bon moment. » J'ai répondu. Le bon moment, apparemment, c'était devant 30 collègues et un seau à champagne. Elle a soufflé, puis elle a lâché la phrase que certaines personnes prennent pour de l'honnêteté, alors que c'est juste une cruauté tardive. Je suis amoureuse de Marc depuis 6 mois. Je ne voulais plus te mentir. J'ai regardé la fenêtre du bureau, les toits humides, le jardin où le trampoline n'avait pas servi depuis des semaines, et j'ai compris qu'elle croyait peut-être me faire une faveur, comme si l'amour validait tout, comme si les sentiments étaient un bon de réduction sur la décence.
J'ai demandé. Et la bague? C'était aussi depuis 6 mois, ou c'était l'option premium. Elle s'est énervée, m'a reproché mon ton. Ce détail m'a presque redonné foi en l'univers. Elle venait de pulvériser 15 ans de mariage, mais c'était mon ironie qui posait problème. Je lui ai dit qu'à compter de maintenant, elle ne touchait plus à 1 € sans traçabilité, que Paris était annulé, les cartes bloquées, les accès coupés, et qu'elle pouvait passer récupérer le strict nécessaire plus tard. Pas avant que j'aie parlé à un avocat. Là, elle a cessé de jouer la femme égarée. Elle est devenue celle que je n'avais pas voulu voir. Sèche, comptable, nerveuse. Elle a parlé du compte joint, de ses besoins, de ses affaires, de la maison, comme si on partageait encore un projet. Je l'ai laissé parler, puis j'ai raccroché au milieu d'une phrase. Hugo est rentré vers 17h30. Il a posé son sac dans l'entrée, m'a vu assis à la table de la cuisine avec les dossiers bancaires ouverts et m'a demandé « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Pas bonsoir, pas ça va, juste ça, comme si ma tête venait de lui confirmer un soupçon ancien. J'ai eu un moment d'arrêt, ce genre de seconde où l'on comprend que les enfants savent toujours bien plus qu'on le croit. Je lui ai dit la vérité, sans détails inutiles, sans la salir davantage qu'elle ne l'avait fait elle-même. J'ai dit que sa mère avait une relation avec un autre homme, que c'était sérieux, qu'elle voulait partir, et que moi, j'allais demander le divorce. Hugo est resté immobile. Puis il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi avec une maturité qui m'a fait plus mal que le reste. Il a dit « Je savais qu'il y avait quelqu'un. Une fois, il y a 2 mois. Je l'ai vu à Boulogne, près du cinéma. Elle m'a dit que c'était un client. Mais les clients ne tiennent pas la taille de ma mère comme dans les films nuls. » J'ai fermé les yeux une seconde. Non pas parce que ça me surprenait encore, mais parce que la trahison venait de gagner une profondeur nouvelle. Elle n'avait pas seulement menti à moi. Elle avait forcé notre fils à porter seul quelque chose qu'aucun adolescent ne devrait avoir à deviner. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit. Il a haussé les épaules. J'avais peur de me tromper. Et puis, je crois que je voulais te protéger. Cette phrase m'a fendu proprement, avec plus d'efficacité que toute la scène de bureau. J'ai tendu la main. Il a serré mes doigts 1 seconde. Très vite. Comme font les garçons de son âge, quand ils acceptent encore d'être des fils, mais sans publicité. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit « Si elle pense que je vais trouver ça normal, elle se trompe complètement. » À ce moment-là, mon téléphone a vibré de nouveau. Un message inconnu. Juste une ligne. « Je suis Marc Delorme. Il faut que nous nous rencontrions. Pour le bien de tout le monde. » J'ai relu la phrase. Et j'ai compris que l'humiliation publique n'était que l'entrée. Le plat principal arrivait, avec costume sur mesure et mauvaise conscience parfumée. J'ai laissé le message de Marc afficher quelques secondes sur l'écran, comme on observe une fuite au plafond, avant de comprendre que ce n'est pas une tâche, c'est la structure qui lâche. Hugo a levé les yeux vers moi. J'ai simplement dit « Le fiancé veut discuter ». Il a eu un rire sec, très adolescent, très juste, et il a répondu « Charmant ». La diplomatie selon les adultères. J'aurais voulu lui dire que tout allait être simple, qu'un avocat, 2 signatures et un déménagement suffiraient. Mais je venais déjà d'apprendre que dans les histoires de trahison, il y a toujours une arrière-boutique, des cartons, des doubles clés, des factures mal rangées et des gens qui prononcent le mot apaisement quand ils veulent surtout sauver leur peau. Le soir même, j'ai appelé Maître Lefebvre, un avocat recommandé par un client qui avait perdu beaucoup d'argent dans une séparation et très peu de temps à se faire des illusions. À Paris, les bons avocats de divorce ont souvent l'air d'anciens professeurs de latin, calmes, polis, capables de vous démonter juridiquement sans hausser la voix. Je l'ai eu entre 2 rendez-vous. Je lui ai résumé la scène du bureau, l'aveu au téléphone, les finances communes, le fait que Claire travaillait chez son amant. Il m'a arrêté net. Gardez tout. Message, relevé, virement, mail, preuve de dépense. Et surtout, ne faites pas le héros. Faites l'archiviste. C'était le conseil le plus romantique que j'ai reçu ce jour-là. Le lendemain matin, j'avais déjà créé un dossier chiffré sur mon ordinateur, imprimé les mouvements bancaires des 18 derniers mois.
récupérer les factures de certains hôtels qui ne correspondaient à aucun déplacement familial, ni professionnel pour moi. Claire avait parfois ce talent très moderne de la discrétion paresseuse. Elle mentait, mais avec notre carte, vers midi, j'ai répondu à Marc. Un café. Pas dans son bureau. Pas dans un palace. Je lui ai donné rendez-vous dans une brasserie près de la gare Saint-Lazare. Un endroit de passage. Banquette rouge. Serveur pressé. Bruit de vaisselle. Parfait pour les conversations dont personne ne veut, mais que tout le monde devine. Il était déjà là quand je suis arrivé. Costume impeccable, montre chère, cette assurance molle des hommes habitués à ce qu'on leur pardonne avant même qu'ils aient fini de s'expliquer. Il s'est levé, m'a tendu la main. Je l'ai regardé sans la prendre. Il a eu un petit pli au coin de la bouche. Le genre de contrariété qu'on appelle contrôle de soi quand on a fait une école de commerce. Il a commencé par des phrases parfaitement inutiles. Je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Les choses se sont faites progressivement. Claire était malheureuse. À ce stade, j'aurais presque commandé un dessert pour récompenser tant de clichés. Je l'ai laissé dérouler. Il m'a expliqué qu'ils s'aimaient, qu'ils ne voulaient blesser personne, qu'ils espéraient gérer la transition avec intelligence. J'ai dit « Annoncez vos fiançailles pendant que j'arrive avec des fleurs ». C'était donc la partie intelligente. Il a eu l'élégance de baisser les yeux 2 secondes. Puis il a glissé vers ce qu'il était venu faire. Il a parlé de séparation digne, de procédures évitablement conflictuelles, de protection de l'image de chacun, et enfin, avec une prudence de pickpocket en col roulé, il a évoqué la possibilité de me montrer plus accommodant sur certains points patrimoniaux. Il n'a pas dit argent tout de suite. Ces gens-là adorent les périphrases. Ils appellent fluidifier ce qui ressemble très fort à acheter le silence. Je me suis penché un peu vers lui et j'ai demandé « Vous êtes en train de me proposer un arrangement ou vous essayez juste de vérifier combien coûte ma dignité ?» Il a rougi. Légèrement. Un miracle biologique. Puis il a nié. Bien sûr, il voulait seulement éviter une guerre. Je lui ai répondu que la guerre, ce n'était pas moi qui l'avais commencé. Moi, j'étais venu avec des billets pour Paris, pas avec une bague de fiançailles, dans un open space. Quand je me suis levé pour partir, il a eu ce geste étrange de me retenir par une phrase. « Faites attention, vous ne savez peut-être pas tout. » Je me suis retourné. Il a hésité, a bu une gorgée d'eau, comme dans un interrogatoire, où il aurait oublié son texte. Puis il a dit « Claire n'a pas toujours été claire avec moi non plus. J'ai gardé le visage neutre. Intérieurement, quelque chose venait de se déplacer, comme un meuble lourd sur du parquet. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a reculé aussitôt. Pas ici. Pas maintenant. Pratique. Cette pudeur soudaine après tant d'indécence. Je suis sorti sans lui répondre. Dehors. L'air sentait la pluie et le gasoil. Paris avait cette élégance fatiguée des fins de journée, où même les gens bien habillés ont l'air de rentrer d'un procès. En reprenant la voiture, j'ai reçu un message de Claire. J'ai besoin de passer ce soir, prendre des affaires. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai appelé Hugo pour lui dire de dîner chez mon frère à Suresnes. Il a compris au ton de ma voix que ce n'était pas négociable. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Claire devant le portail. Valise cabine, manteau camel, visage fermé, presque offensé, comme si le scandale de la veille avait surtout gâché son emploi du temps. Elle est entrée sans attendre mon invitation. À regarder autour d'elle, sa propre maison devenue soudain un décor hostile. Elle a commencé à parler de stress, de solitude, de distance entre nous, l'inventaire classique des justifications premium. Je l'ai laissé monter, prendre quelques vêtements, puis je l'ai attendue dans le salon, debout. Quand elle est redescendue, elle a essayé une dernière fois. « Arnaud, on a un fils. On a construit des choses ensemble. Ne fais pas n'importe quoi. » J'ai répondu « Justement, je vais enfin faire les choses correctement. Tu pars. Tu prends le strict nécessaire. Et à partir de maintenant, tu passes par mon avocat. » Elle a blêmi, puis elle a attaqué sur le terrain qu'elle croyait encore maîtriser. La maison, l'entreprise, l'argent, elle a parlé de droit avec l'aplomb des gens qui n'ont pas encore compris que les preuves existent. Je l'ai regardée bien en face et j'ai dit « Claire,
Ce que tu ignores encore, c'est que tu as déjà commencé à perdre. Et au moment où je lui ai ouvert la porte, mon téléphone a vibré une nouvelle fois. Un message de Marc, cette fois avec une pièce jointe et 6 mots. Vous devriez voir ça avant elle. J'ai refermé la porte derrière Claire avec un calme qui aurait vexé un psychiatre. Puis, j'ai ouvert le message de Marc. Il y avait 3 captures d'écran. Pas des déclarations d'amour, pas des excuses, juste des échanges secs, datés, précis, entre Claire et un numéro enregistré sous le prénom de Julien. Le contenu avait ce ton familier qu'on n'utilise pas avec un plombier. Il était question d'un hôtel à Reims, d'un week-end soi-disant professionnel à Lille et d'un vieux souvenir à Bordeaux. Le détail qui tue toujours. Ce n'est pas la passion, c'est la logistique. J'ai relu les dates. Certaines remontaient à plus de 2 ans. Donc Marc n'était pas l'accident. Il était simplement le candidat le plus récent au poste de grand amour définitif. J'ai appelé Maître Lefebvre immédiatement. Il a regardé les éléments dans l'heure. Puis il m'a dit cette phrase délicieuse. Votre épouse a transformé son mensonge en système, ce qui, juridiquement, n'est jamais très élégant. Nous avons commencé à préparer une stratégie propre, pas théâtrale. Propre, séparation des intérêts, gel de certains mouvements, inventaire des actifs, chronologie des dépenses, et surtout protection de Hugo, car dans ce genre de désastre, les adultes font du bruit, mais ce sont les enfants qui ramassent les gravats. 2 jours plus tard, Claire a tenté de reprendre la main. Elle m'a envoyé un long message où elle parlait d'erreur, de confusion, de besoin de se retrouver. Formule pratique, quand on a été plusieurs. Je n'ai répondu qu'une ligne. Désormais, tout passe par mon avocat. Elle a compris que la porte n'était plus entr'ouverte. Alors, elle a changé de registre. Elle a parlé de la maison, de sa part, de l'entreprise. Elle semblait découvrir que tromper, mentir et vider discrètement le compte commun pour des week-ends ne formait pas un projet patrimonial solide. Pendant ce temps, Hugo m'a demandé s'il pouvait voir sa mère une dernière fois pour se faire une idée. J'ai accepté, à contre-cœur. Pas pour elle, pour lui. Ils ont dîné dans un restaurant à Boulogne. Avec Marc, très mauvais casting, on ne présente pas l'amant officiel à son fils comme on sort un nouveau canapé. Hugo est rentré tard, il a posé sa veste, s'est servi un verre d'eau, et il m'a dit « C'est fini pour moi ». Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Il a haussé les épaules avec cette froideur que je ne lui connaissais pas encore. Elle a menti tout le dîner, lui a parlé comme un DRH en week-end, et Marc a essayé de me faire la morale sur la maturité. J'ai cru que j'allais rire, puis j'ai eu honte pour eux. Après ça, Hugo a demandé à vivre exclusivement avec moi, sans hésitation, sans scène, avec une clarté presque douloureuse. Quelques jours plus tard, Marc m'a recontacté, cette fois sans arrogance. Il voulait me remettre le reste. Nous nous sommes vus 5 minutes, debout, sur un trottoir. Il m'a donné d'autres éléments, des relevés d'hôtel, une copie d'un mail, 2 réservations, et surtout la preuve qu'il avait lui-même découvert qu'elle voyait encore un autre homme, alors qu'elle lui promettait déjà le mariage. J'ai regardé cet homme qui m'avait humilié publiquement, et j'ai compris qu'il venait de rejoindre, tardivement, le club des idiots utiles. Aucune compassion, juste un constat. Claire ne trompait pas par amour. Elle trompait comme d'autres changent de rôle. Selon l'avantage du moment, quand Maître Lefebvre a assemblé tout le dossier, même lui a levé un sourcil, ce qui chez lui équivalait à une standing ovation. Il a rédigé des conditions fermes. Attribution principale de la maison au vu des apports. Sécurisation de l'entreprise. Garde exclusive pour moi avec encadrement des visites. Et limitation stricte des prétentions financières de Claire. Quand elle a reçu le projet, elle a enfin compris que la fête de bureau lui coûtait beaucoup plus cher qu'une robe blanche. Elle a demandé un rendez-vous, puis un autre, puis a parlé d'accords raisonnables. J'ai refusé les discussions émotionnelles. Elle n'avait plus que des papiers à signer. Et pour la première fois depuis le 14 février, j'ai vu la panique dans ses yeux. Pas la tristesse, la panique. Elle venait enfin de rencontrer la seule chose qu'elle n'avait pas prévue. Les conséquences. La signature a eu lieu un mardi matin, dans le cabinet du notaire, avenue de Wagram. Un décor parfait pour enterrer proprement les illusions. Boiserie claire, eau tiède dans des verres trop fins,
dossiers empilés avec une gravité très française. Claire était arrivée en avance. Évidemment, les gens qui ont passé des années à improviser deviennent soudain ponctuels quand ils sentent le sol se dérober. Elle portait un manteau beige, aucun bijou voyant, plus de bagues spectaculaires. Le grand roman avait déjà perdu ses accessoires. Maître Lefebvre a posé les documents un par un. Avec ce calme d'horloger qui me donnait presque envie d'applaudir. Maison conservée de mon côté. Entreprise totalement sécurisée. Comptes assainis. Véhicules laissés à Claire. Effets personnels. Vêtements. Objets strictement à elle. Rien de plus. Garde principale de Hugo chez moi. Avec un cadre précis pour d'éventuels contacts. Elle a lu, relu, tenté une dernière négociation sur un ton qui se voulait raisonnable, mais qui sentait surtout la chute libre. Elle a parlé de reconstruction, d'équilibre, d'avenir. Le notaire l'a ramené au réel, en 2 phrases. J'ai presque eu de l'affection pour cet homme. Il avait la tendresse d'un contrôle fiscal, puis Claire a signé, sans théâtre, sans larmes, juste avec cette crispation du poignet qu'ont les gens qui comprennent trop tard que leur version des faits ne vaut rien contre un dossier bien monté. En sortant, elle m'a demandé si on pouvait parler seul, 2 minutes. J'ai accepté. Dans le couloir. Pas dans un café. Pas dans une mise en scène. Elle m'a regardé comme on regarde une porte qu'on a soi-même claquée. Puis elle a dit « Tu ne me pardonneras jamais ». J'ai répondu « Ce n'est pas une question de pardon, Claire. C'est une question de lucidité. Ce que j'ai perdu, ce n'est pas toi. C'est l'image que j'avais fabriquée de toi. » Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, elle avait l'air ordinaire, presque petite. Et c'était sans doute sa punition la plus exacte. Ne plus être exceptionnelle dans l'esprit de quelqu'un. Les semaines suivantes, elle a récupéré le reste de ses affaires. Quelques cartons, des manteaux, des chaussures, des albums photos qu'elle n'a même pas ouverts. Marc a disparu de l'équation presque aussitôt. J'ai appris par un détour banal, un ancien collègue, un message lâché entre 2 banalités, qu'il avait quitté son poste et vendu son appartement. Je n'ai rien ressenti, ni triomphe, ni vengeance. Juste cette fatigue propre aux gens qui ont trop vu et qui préfèrent ensuite le silence aux conclusions brillantes. Hugo, lui, a cessé de répondre aux messages de sa mère après un dernier dîner raté. Il m'a dit un soir, en débarrassant la table, « Je ne la déteste pas. Je ne lui fais plus confiance. » C'était probablement la phrase la plus adulte de toute cette histoire. 6 mois plus tard, la maison avait changé d'air. J'avais fait repeindre le salon, remplacer la table basse qu'elle adorait par quelque chose de simple et solide, très symbolique, très peu poétique, exactement ce qu'il me fallait. Le samedi, Hugo et moi allions au marché. On passait à la boulangerie. On rentrait avec trop de viennoiseries et pas assez de regrets. Mon entreprise tournait mieux qu'avant, comme si toute l'énergie perdue à maintenir un mensonge alimentait désormais quelque chose d'utile. Parfois, le soir, je repensais à ce 14 février, au bouquet laissé sur une table de bureau, au silence des collègues, à la bague qui brillait sous les néons, et je ne ressentais plus l'humiliation, seulement une gratitude froide pour la brutalité de la scène. Au moins, la vérité avait eu la décence d'être claire. Elle m'avait humilié en public. Oui, mais elle m'avait aussi libéré d'un mensonge privé qui durait depuis trop longtemps. J'ai compris alors que le pire n'était jamais d'être trompé. Le pire, c'est de continuer à aimer une fiction. Et la seule leçon que j'ai vraiment voulu laisser à mon fils tient en peu de mots. La vérité fait mal, mais le mensonge vous dévore en silence. Et moi, ce que j'ai sauvé dans cette histoire, ce n'est pas seulement une maison, une entreprise ou un jugement favorable. C'est ma paix. Et surtout, le regard de mon fils, qui valait bien davantage que toutes les promesses qu'elle avait signées ailleurs. Avec d'autres hommes, sous d'autres lumières,